Rebonjour. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Moi je vous le fais comme ça arrive, mais ils vont rien entendre. Tu arrives? Ouais. Mais même le sans fil là ça marche pas. Hein. J'ai changé la batterie mais ça marche pas. Il est là-haut dans la cabine. Vous m'entendez là? Ouais. Moi c'est bon. Bien. Bonjour, est-ce que là vous m'entendez? On va y arriver. Pardon? Encore plus fort? Eh bien, on va demander à l'informaticien si cela est possible. De régler. C'est vous qui montez le son ou c'est l'informaticien? Je suis au maximum. Bien, je pense que tout le monde est maintenant arrivé. On s'est permis d'attendre les dernières personnes. Oui, je sais, je suis de mauvaise foi. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire ce cours en une fois, pas de pause, et on finira plus tôt. Est-ce que ça vous irait? Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait prévu.
Alors, ce matin, nous allons aborder la thématique du secret professionnel au sens large. Je vais, tout au long de ce cours, me répéter, me rabâcher. C'est tout à fait normal. L'objet n'est pas de développer 50 000 items, c'est que, au contraire, vous ayez clairement des idées sur le secret professionnel. Donc je vais reformuler à plusieurs reprises certaines idées qui sont des idées clés pour tout professionnel de santé. Alors j'espère que ça va marcher. Bon. En préambule, il y a une distinction à faire entre le devoir de réserve, la notion de discrétion professionnelle et la notion de secret professionnel. Alors, de manière générale, on va le retrouver pour tout professionnel de santé. De manière plus codifiée pour la fonction publique. C'est d'ailleurs pour ça que je vais plutôt aborder à travers les premières diapositives les textes de référence. Ah, c'est beaucoup mieux. Les textes de référence pour la fonction publique, mais pour ceux qui exerceront en secteur privé, l'équivalent existe dans le cadre du droit du travail, du droit contractuel, du droit privé. En premier lieu, le devoir de réserve. Le devoir de réserve peut se définir par le fait que tout fonctionnaire ou agent contractuel doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression de ses opinions personnelles. Non, Est-ce que ça va mieux? Oui. Donc, en aucune manière, cette obligation qui est imposée à tout professionnel exerçant dans la fonction publique n'est de nature à limiter la capacité et la liberté d'expression. On ne peut, en aucune manière, limiter en France le contenu ou le mode d'expression, la liberté d'opinion. Cependant, il est demandé une obligation de réserve. Et l'on va voir que c'est particulièrement difficile à définir. Par rapport au secret professionnel, qui est institué, on le verra tout à l'heure, dans l'intérêt du patient. Le devoir de réserve, lui, est institué dans l'intérêt de l'administration, de la fonction publique. Il faut que ça soit bien clair. En tant qu'agent, par exemple, hospitalier, vous avez cette obligation qui s'impose à vous dans l'intérêt de la fonction publique hospitalière. Alors, aujourd'hui, c'est très difficile de donner une définition plus précise. On peut aborder cette notion par les sanctions. Qu'est-ce qui peut être sanctionné? Et à partir de là, ça donne une idée de ce qu'il ne fallait pas faire. Mais il est difficile de définir de manière positive qu'est-ce que vous devez faire. Aujourd'hui, le manquement à ce devoir de réserve pour un agent de la fonction publique va conduire à une appréciation soit par sa hiérarchie, soit, in fine, par une juridiction administrative devant laquelle il pourra être conduit au vu de son agissement. Les décisions sont rares. Il y a peu de poursuites contre des agents de la fonction publique qui auraient transgressé ce devoir de réserve. On peut dire qu'à travers les quelques jugements qu'il y a eu, ce devoir et donc la transgression et la sanction sont évalués notamment à travers la place de l'agent dans la hiérarchie,
les circonstances, la publicité et la forme. Je m'explique. Dans un certain nombre de jugements, il est considéré que le fait qu'un agent de la fonction publique ait émis un avis de manière très appuyée contre son administration sera d'autant plus grave que l'agent est situé en haut de la hiérarchie. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les propos tenus par un élément situé en haut de la hiérarchie seront plus largement écoutés ou auront, dans l'opinion publique, plus de valeur. Ensuite, vous avez les circonstances. Il est tout à fait normal que certains agents de la fonction publique puissent plus largement s'exprimer et donner un avis sur leur administration ou sur une situation qu'ils rencontrent au niveau professionnel. Du fait notamment de leur statut. Si vous êtes représentant syndical, évidemment, vous allez vous exprimer plus fréquemment et de manière plus détaillée qu'un autre agent de votre administration. Ce qui peut être... Il me reste des places devant, hein ? Oui, venez. Et donc, ce qui peut être aussi retenu comme étant un facteur aggravant, bien évidemment, c'est la forme. On peut librement donner son opinion sans pour autant être ni dans l'agressivité, ni dans la vulgarité. Donc là encore, parmi les éléments de gravité, il peut être retenu la manière dont ça a été verbalisé ou écrit. Donc vous voyez, le devoir de réserve, on est, pour tous ceux qui dépendent d'une fonction publique, notamment la fonction hospitalière, on est tenu de respecter ce devoir de réserve. Il y a peu de transgressions et peu de transgressions condamnées, avec une définition qui reste, à mon avis, une simple question de bon sens. À côté de ça, les agents de la fonction publique vont avoir une deuxième obligation. Le premier, dont je le répète, c'était le devoir de réserve. Le deuxième, c'est une obligation de discrétion. Alors, l'obligation de discrétion, c'est pareil, je vous le redis, je vous en parle parce que vous avez des textes très précis dessus concernant les agents de la fonction publique, mais ça concerne aussi tout professionnel exerçant dans le secteur privé. Le contrat prévoit toujours notamment un principe de discrétion. Ça revient à dire que l'agent de la fonction publique ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration. Donc, là encore, tous les agents, notamment de la fonction hospitalière, n'ont pas à s'exprimer sur l'organisation ou communiquer, diffuser des documents internes. L'obligation de discrétion s'applique de manière beaucoup plus appuyée dans deux administrations, et ça paraît évident, c'est notamment au niveau des militaires et au niveau de la magistrature, où la notion de discrétion est encore plus, entre guillemets, rappelée aux agents. Donc, à ce stade-là, vous savez que vous avez déjà, avant même d'avoir vu un patient, deux obligations. Le devoir de réserve vis-à-vis de votre employeur pour protéger l'employeur, entre guillemets, et une obligation de discrétion concernant l'organisation générale de la structure dans laquelle vous exercez. Là encore, c'est aussi dans un principe de protection du cadre de travail. Donc, on ne parle pas de dissimulation, on parle vraiment de protéger un outil de travail et un fonctionnement. Face à ça, on va aborder maintenant la notion de secret professionnel.
Alors, volontairement, j'ai pris un texte de référence qui est issu notamment du serment d'Hippocrate. Tout ce que je verrai ou que j'entendrai dans le commerce des hommes, dans les fonctions ou hors des fonctions de mon ministère, et qui ne devra pas être rapporté, je le tiendrai secret, le regardant comme chose sacrée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte? Tout simplement parce que, historiquement, le secret professionnel était plus largement intitulé le secret médical, pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, il ne faut plus parler de secret médical, puisque tout professionnel, et notamment dans le soin, est assujetti au devoir, à l'obligation de secret professionnel. Donc, tout le monde a un secret professionnel qui a des caractéristiques relativement communes, quelles que soient les professions, que ce soit des soignants, que ce soit des avocats, que ce soit des professionnels divers et variés. On a tous un secret professionnel qui est pour nous une obligation. Donc, retenez bien qu'aujourd'hui, tout professionnel a un secret professionnel à respecter. Alors, nous avons aujourd'hui, donc là encore, je suis parti de textes de référence qui concernent certes la profession médicale, mais qui de toute manière aujourd'hui s'étend à l'ensemble des professionnels de santé. Le secret professionnel, depuis 1885, on sait qu'il est général et absolu. La plus haute cour en France, qui est la Cour de cassation, a déjà eu l'occasion de juger et a donné une décision qui est depuis constante. Elle n'a pas évolué. C'est un texte de référence. L'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur État. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir. Donc ça, c'est permanent. Aujourd'hui, dans mon exercice, ce texte est toujours valable. Il y a une tendance actuelle dans notre société à s'interroger sur la place, l'utilité du secret professionnel. Donc aujourd'hui, on est sans cesse, depuis quelques années, à discuter au cas par cas, est-ce que dans ce genre de situation, le secret professionnel est utile, n'est pas utile, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt assouplir, finalement c'est contraignant, ça, nous n'avons pas toutes les informations pour agir dans telle ou telle mission. Bon. Ce discours, nous l'entendons en permanence et on l'entend de manière plus insistante lorsqu'il y a notamment des catastrophes aériennes ou autres. C'est une réflexion de la société actuelle, mais je rappelle qu'aujourd'hui, il y a quelques dérogations. Cette réflexion est tout à fait naturelle, mais la relativisation actuelle doit être confrontée au fait que vous avez un texte de référence qui rappelle bien que le secret est général, absolu. Le patient ne peut pas vous en affranchir. Vous avez d'un côté un texte qui est permanent face à une réflexion. Aujourd'hui, il n'y a que des dérogations. Et uniquement des dérogations qu'on verra tout à l'heure, mais on ne doit pas partir du principe que le secret professionnel pourrait être relatif. Non, il est aujourd'hui absolu. Oui ? Exactement. Vous avez très bien compris que justement, le patient... Alors, on va voir après la dérogation. Je vais vous raconter une histoire un peu ancienne, mais c'est pareil, ça a été jugé par la Cour de cassation.
vous avez une personne, un auteur présumé qui est aux assises, qui est en cours de jugement aux assises. Il croit bon de faire intervenir son médecin traitant pour pouvoir apporter des réponses et peut-être lui permettre d'avoir des éléments atténuants. Donc, il fait comparaître son médecin traitant. Le président des assises veut lui poser des questions. Le médecin répond « Moi, je n'ai pas le droit ». Le patient répond « Mais si, allez-y, je vous autorise à répondre à toutes les questions ». Il dit « Non, je n'ai pas le droit ». Le président des assises le prend mal et condamne le médecin. Ils partent en appel, le médecin fait appel. En appel, nouvelle condamnation en disant non, vous deviez répondre puisque votre patient vous autorisait. Ils vont en cour de cassation et la cour de cassation dit je crois que vous avez tous tort, le seul qui avait raison c'était le médecin traitant. Son patient est là, il lui dit vous pouvez parler. Non, il ne peut pas. Par contre, le médecin traitant peut donner tous les éléments qu'il a en sa possession au patient ou à son défenseur à sa demande et avec son accord, et ils les font valoir. Mais le patient ne peut pas vous dire « je vous autorise à ». Alors tout ça, vous allez me dire que dans la vraie vie, il y a des circonstances où ça ne se passe pas tout à fait pareil. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important que vous partiez avec les idées claires sur les principes. Après, vous aurez dans votre exercice professionnel des situations où il y a des choses qui pourront se discuter de manière exceptionnelle, au cas par cas, pour résoudre une situation extraordinaire. Mais partez du principe qu'aujourd'hui, la loi est très claire, le patient ne peut pas vous dire « parlez pour moi ». Alors si vous vous posez la question, mais quel est l'intérêt finalement ? Vous ne rendez pas service au patient parce que le patient il vous dit « mais allez-y, parlez ». Le problème, c'est que le patient, il n'est pas sûr qu'il sache exactement tout ce que vous allez dire. Il peut penser que son soignant n'a que des éléments favorables le concernant. Mais en fait, il ne connaît peut-être pas l'intégralité des éléments dont dispose le soignant. Et il y a peut-être, à un moment donné, des choses qui seront dites avec le patient qui insiste, allez-y, dites, et pourtant, il ne pourra pas, il pourra, plutôt, excusez-moi, être confronté à des éléments qui iront à l'encontre de ses intérêts. On le retrouve aujourd'hui dans un autre exemple de la vie de tous les jours. Quand vous avez un patient qui demande, plus exactement, il lui est demandé de communiquer des éléments sur sa santé par l'assurance auprès duquel il va souscrire une assurance pour un emprunt, pour un prêt. Aujourd'hui, le patient, il pourrait tout à fait dire « c'est compliqué, c'est plus simple, je vais voir mon soignant et je dis à mon médecin, mais vous vous mettez en contact avec le médecin d'assurance et puis voilà ». On pourrait le penser. Ça serait l'exemple du patient qui autorise son soignant à donner toutes les informations. Aujourd'hui, c'est strictement interdit. Parce que votre patient, de bonne foi, pensant que vous pouvez appeler le service d'assurance, le service médical de l'assurance, vous pouvez leur dire tout ce que j'ai, de toute manière, j'ai rien de bien grave. Si ça se trouve, vous allez donner des éléments, vous aussi de bonne foi, qui iront à l'encontre de ses intérêts. Tout passe par le patient. Donc, je le répète, retenez que la règle générale, il peut y avoir des dérogations, au cas par cas, mais qui sont issues d'une réflexion particulière. Mais de manière générale, le secret professionnel est général et absolu, et on va voir pourquoi par rapport à ce qui est couvert par le secret professionnel, et il est uniquement dans l'intérêt du patient et avec uniquement le patient qui peut
utiliser les documents. Et quand le patient est dans l'incapacité de communiquer, de parler, Ça fait partie de ces exceptions. Ou ces exceptions, on peut penser que là, lui ne pourra pas, mais il peut y avoir des ayants droit, par exemple. Et on va voir que pour les ayants droit, la loi a prévu quelque chose depuis 2002. De manière à ce que, s'il est dans l'impossibilité, effectivement, il ne faut pas que ça nuise totalement à ses intérêts. Après, là, on va sur les histoires très compliquées, rares, où vous allez me dire, mais personne ne l'a encore dit, et le patient qui est dans le coma sans ayant droit, eh bien, dans ce cadre-là, il va falloir discuter au cas par cas de ce qu'on peut faire en voyant, en réfléchissant dans l'intérêt du patient. Donc on va sortir un peu du cadre, mais c'est toujours dans l'intérêt du patient, jamais de manière totale, uniquement dans le cadre d'une réflexion collégiale et parce qu'on est confronté à une situation extraordinaire. Oui ? Je l'ai aussi. Ouf, c'est très bien. Donc je sais au moins qu'il y aura une personne qui l'écoute au doctorat à ce moment-là. Alors, nous avons une approche du secret professionnel française qui s'oppose un petit peu à l'approche anglo-saxonne. De manière générale, retenez cette phrase, il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret. C'est la base même. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt au secret professionnel ? Le secret professionnel, il est institué dans l'intérêt du patient, jamais dans l'intérêt du soignant. Le secret professionnel, dans l'approche qu'est la nôtre, est institué dans l'intérêt individuel du patient, de la personne. Je dis ça parce que par rapport au système anglo-saxon, nous allons toujours placer le secret professionnel comme étant prioritaire avant l'intérêt public. Et donc, il peut y avoir de rares exceptions où, dans l'intérêt public, on va d'abord privilégier l'intérêt de la population au sens large et mettre dans un deuxième plan l'intérêt du patient. Mais c'est rarissime. Dans les pays anglo-saxons, de manière plus pragmatique, ils placent l'intérêt de la société et de l'ensemble de la collectivité, de l'ensemble des personnes, des patients, dans un niveau parfois équivalent ou prioritaire à l'intérêt du patient. Donc, le secret professionnel sera parfois amoindri dans leur philosophie parce que va d'abord passer en priorité l'intérêt de tous. Donc en France, l'intérêt du patient est prioritaire. Le secret professionnel est institué dans l'intérêt du patient, pas du soignant et pas de la collectivité. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce que derrière ça, on a l'impression que finalement, le seul gagnant serait le patient. Ce n'est pas tout à fait vrai. On peut quand même penser que parce que le patient sait qu'il y a ce secret professionnel, il va certainement venir vous livrer plus d'informations sur son état de santé. Donc tous les soignants sont gagnants. Parce que dans la prise en charge d'un patient, plus vous avez des éléments le concernant, et plus vous serez en capacité de faire votre travail dans de bonnes conditions. Si vous avez un patient qui vous cache la moitié des choses parce qu'il se dit « j'ai peur qu'il le répète », votre prise en charge va être compliquée. Donc finalement, le fait qu'il soit en confiance et qu'il vous confie des éléments sur son état de santé va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le fait que le patient se sente en sécurité avec le secret professionnel va le conduire plus facilement à solliciter des soins. Donc indirectement,
vous allez avoir un intérêt pour la population générale, pour la collectivité. Parce que tous les patients qui se prennent en charge et qui se soignent sont donc des patients qui seront normalement en meilleure santé et donc on évitera des pathologies infectieuses contagieuses, on évitera des prises en charge de plus en plus compliquées de patients qui, à un stade plus précoce, auraient pu se traiter. Donc, je résume en disant que le secret professionnel est institué dans l'intérêt du patient, en aucun cas pour protéger le soignant, en aucun cas pour la collectivité. Mais ce secret professionnel qui a pour but de permettre aux patients de se soigner conduit à une meilleure prise en charge pour tout le monde, le patient, les soignants et la collectivité. Alors, le secret professionnel a une caractéristique, c'est qu'on le retrouve dans de multiples textes dont la lecture est nécessairement complémentaire. En d'autres termes, aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un texte qui va vous dire clairement, qui va vous définir clairement dans son intégralité le concept de secret professionnel. Vous allez devoir aller chercher plusieurs textes et à la lecture de l'ensemble de ces textes, là vous pourrez définir ce qu'est le secret professionnel, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il couvre, quelles sont les sanctions, quelles sont les dérogations. Je n'ai pris que des textes français, je n'ai pas pris de textes européens, ça n'a pas d'intérêt dans notre discussion d'aujourd'hui. On va retenir que le Code civil va permettre de définir l'intérêt, le Code pénal, la sanction, les codes de déontologie, qui sont des règles professionnelles, de manière très pratique, qu'est-ce que c'est pour un soignant, et le Code de santé publique, qui va vous rappeler très clairement que c'est un droit du patient. On va y revenir tout à l'heure. Au Code de déontologie, c'est quoi? Alors, je vais vous le reprendre. Code civil, vous allez voir, je vous ai mis l'article simplifié. Alors, bien évidemment, j'ai marqué les références des textes que j'ai cités, le numéro d'article. Bien évidemment, ça n'a strictement aucun intérêt pour vous. Dans chacun des articles, j'ai pris systématiquement sur Légifrance le texte officiel, et j'ai vérifié hier soir, aucun n'a été modifié depuis, et je n'ai sélectionné que les paragraphes qui étaient intéressants. Donc, je vous le redis de suite, intéressez-vous surtout au sens des paragraphes que j'ai mis, mais ni la numérotation et ni l'intégralité de l'article. Donc le Code civil va vous permettre de retrouver la finalité, l'intérêt du secret professionnel. Le Code pénal, qui est par définition l'encyclopédie des infractions en France. Le Code pénal reprend tout ce qui est interdit de faire en France. Donc, si vous trouvez si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas inscrit dans le Code pénal, vous pouvez le faire parce que ce n'est pas référencé comme étant une infraction. Dans le Code pénal, vous allez retrouver toutes les infractions avec obligatoirement la sanction maximale encourue. Donc, pour le secret professionnel, ça sera, d'après vous, quelle est l'infraction qu'il peut y avoir par rapport au secret professionnel?
Non, l'infraction. Divulguer, c'est-à-dire transgresser, violer le secret professionnel. C'est une infraction. Et vous verrez comment elle est définie et quelle est la sanction. Les codes de déontologie. Alors, avant que vous n'alliez plus loin, je précise juste que je suis conseiller ordinal à l'Ordre des médecins. Mais je n'ai pas de conflit d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que les codes de déontologie? Je crois que mon collègue vient cet après-midi vous en parler. C'est... Hop, droit, non. Règles. Alors, ce sont les règles professionnelles. Ce n'est pas l'éthique. Hein. Il vous l'aura expliquera cet après-midi. Pour être simple, l'éthique, c'est la grande réflexion que l'on peut avoir sur un thème. Alors moi, je prends toujours l'exemple, pour nous soignants, de la fin de vie. La société va réfléchir à l'éthique sur une question. Donc, vous pouvez avoir une réflexion de la société sur la fin de vie. Cette réflexion va être animée par la société, c'est-à-dire des soignants, mais aussi des sociologues, des philosophes, des juristes, des personnes de la société civile, donc en fait par tout le monde. C'est une réflexion éthique. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la science de la morale. Pour faire simple, pourquoi à un moment donné on peut penser ça ou ça sur la fin de vie, tout est envisagé par tout le monde. Au final, à un temps T, la société pensera, il y aura un avis donné, tranché, sur le thème, par exemple, de la fin de vie. Quand vous avez eu cette réflexion et cette conclusion, est-ce que vous, en tant que soignant dans la vie de tous les jours, vous êtes avancé? C'est très intéressant. Alors, ce n'est pas mon dada à moi, mais c'est très intéressant. Mais, dans la vie de tous les jours, vous en faites quoi? C'est là que vous passez à la loi. Donc là, il y a un cadre législatif qui va, du coup, retranscrire au niveau légal la réflexion éthique que la société a pu avoir. Et ensuite, nous, soignants, pour l'appliquer, eh bien, il va nous falloir quelque chose de plus clair. Et ça s'appelle la déontologie. Ce sont les règles professionnelles qui vont traduire de manière plus concrète, au quotidien dans la vie du professionnel de santé, le résultat de la réflexion éthique et le cadre légal qui a été voté. Donc, le secret professionnel a une place prépondérante dans les codes de déontologie, puisque les codes de déontologie vont définir pour nous tous, pour tous les professionnels qui disposent d'un ordre professionnel, le code de déontologie va définir ce qu'est le secret professionnel. Et le code de santé publique, nous verrons que c'est, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les droits des patients. Le code de déontologie, ce sont des obligations, ce sont des règles professionnelles qui s'imposent aux professionnels concernés, mais qui ne donnent aucun droit. Alors, pour illustrer ça, le code civil, par exemple, l'article 9 du code civil mentionne que chacun a droit au respect de sa vie privée. Bon, vous voyez, c'est relativement simple. Le secret professionnel a une finalité, on peut le trouver dans le code civil. Tout le monde, nous avons droit au respect de notre vie privée. Le code pénal, je les mentionnerai plus tard, mais sachez que dans le code pénal, vous trouvez donc l'infraction qui est la violation du secret professionnel et la sanction qui va avec. Vous avez un article qui le définit. Par contre, le code pénal en profite pour introduire la notion de dérogation. À certains moments, les professionnels de santé ont des dérogations pour lesquelles il est clairement précisé dans le code pénal, attention, quiconque en France ferait ça serait condamné, sauf les professionnels de santé. On va le voir tout à l'heure. À ce stade-là, moi personnellement, dans ma vie de tous les jours,
je ne sais toujours pas ce que c'est que le secret professionnel. Je sais pourquoi c'est faire avec le code civil, je sais qu'on va me taper sur les doigts et que ça sera une infraction pénale si je transgresse ce secret professionnel, mais je ne sais toujours pas. Et c'est donc l'intérêt des codes de déontologie. Parce que les codes de déontologie, comme je vous disais, ce sont les règles professionnelles qui donnent de manière concrète, dans la vie de tout professionnel concerné par un code de déontologie, qui donnent les règles d'exercice. Je vous ai mis dans un premier temps le code de déontologie médicale, puisque c'est par définition le plus ancien, et la plupart, même tous les codes de déontologie, ont par la suite été rédigés lorsque une profession a bénéficié d'un ordre professionnel, en s'inspirant du code de déontologie médicale. Mais vous verrez que, bien évidemment, les codes de déontologie ont permis, en s'inspirant, d'introduire de nouvelles notions qui ont précisé encore plus la notion. Donc, si on commence par ce premier code, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Je vous laisse le relire. Je vous laisse vous en imprégner. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, en tant que soignant, nous avons une vie professionnelle et une vie extra-professionnelle. Moi, je l'espère pour vous. Premier point que vous devez intégrer, à partir du moment où vous arrivez sur votre lieu de travail, ou que vous êtes confronté à un patient, vous êtes dans la vie professionnelle. On est d'accord? Ça paraît clair. Ça veut donc dire que, à ce stade-là, et jusqu'au moment où vous allez cesser votre activité professionnelle, vous êtes entièrement au contact de patients et de données qui seront couvertes par le secret professionnel. On est bien d'accord? Alors, vous allez voir pourquoi. Tous les soignants vont disposer de 3 types d'informations que vous allez avoir toute la journée. La première qui paraît évidente. Vous allez avoir des données sur la santé des patients. Ça paraît évident. Vous allez avoir l'identité, les antécédents, le motif pour lequel il est hospitalisé, ses divers problèmes de santé, son évolution, ses traitements, ses perspectives, son espérance de vie, tout ce que vous avez en rapport avec la pathologie du patient. Jusque-là, tout le monde est d'accord? Donc toute la journée, vous allez avoir ces informations-là. Elles sont, on est bien d'accord, entièrement couvertes par le secret professionnel. Bon. Deuxième type d'information, ce sont les confidences du patient. Le patient va forcément vous parler, sauf cas, comme on disait tout à l'heure, s'il est dans l'incapacité de parler. Mais il va forcément se confier à vous, surtout dans le cadre notamment d'hospitalisation prolongée, et il va vous dire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le motif de son hospitalisation ou le motif des soins que vous allez dispenser. Ce sont des confidences du patient. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi vous avez ces confidences? Confiance et que vous êtes professionnel. Vous êtes au contact d'un patient parce que vous êtes dans le cadre de votre exercice professionnel. Vous êtes
sur votre lieu de travail ou en visite, vous êtes au contact de ce patient pour l'unique raison que votre profession vous conduit à le voir. Vous le voyez, il vous fait des confidences, ça rentre intégralement dans ce qui est couvert par le secret professionnel. Il vous parle de problèmes de famille. Vous allez me dire que ça n'a pas forcément de lien, sauf s'il rentre pour une pathologie anxio-dépressive, mais ça n'a pas forcément de lien avec la prise en charge que vous assurez. Mais il vous parle de ces problèmes de santé parce que vous êtes soignant dans le cadre de l'exercice de votre profession et donc, de ce fait, c'est couvert par le secret professionnel. Des questions? Je suis prêt à répondre. Plus de questions. Alors moi, j'en ai une autre question. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 types d'éléments dont vous disposez sur le patient. Les éléments médicaux, sur sa santé, ce qui vous a confié volontairement, et vous avez un point important, le vu, entendu, compris. Alors, on peut prendre un exemple qui n'est pas un exemple rare, de situation familiale complexe. Le patient ne vous en a pas parlé. En début de semaine, vous avez par exemple un patient qui est hospitalisé dans votre service et l'épouse vient vous demander des nouvelles du patient. Je sais, c'est un terrain délicat. En accord avec le patient de manière très évasive, vous donnez « tout va bien » comme information simple. Le jeudi, l'épouse vient vous redemander des nouvelles parce qu'entre-temps, il y a eu un scanner réalisé, ainsi de suite. Il y a juste un petit élément qui vous interpelle. Il vous semble que l'épouse du jeudi n'est pas la même que celle du lundi. Vous n'êtes pas sûr, mais il vous semble. Est-ce que c'est couvert par le secret professionnel? Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que le patient ne vous l'a pas confié. Le patient risque peut-être de vous en toucher un mot, mais il ne vous l'a pas dit. Ça n'a rien à voir avec la prise en charge du patient. Mais je vous rappelle que vous étiez dans le cadre de votre exercice professionnel, que vous avez été confronté à une information que vous avez acquise uniquement parce que vous étiez dans votre exercice professionnel. Donc le vu, entendu ou compris couvre aussi ces éléments-là. Le conflit de famille que vous semblez comprendre, parce que les membres de la famille ne viennent pas ensemble ou font des remarques désobligeantes sur le reste de la famille, personne ne vous dit rien. Le patient ne vous en parle pas. Il n'est peut-être même pas au courant que ça se passe mal au sein de la famille. Mais vous l'avez compris. À ce titre-là, j'insiste bien, vous avez 3 autres types d'informations qui sont couvertes par le secret professionnel, les données classiques sur l'état de santé, les données qui n'ont rien à voir avec l'état de santé, mais qui vous sont confiées par le patient, et ensuite le vu, entendu, compris, qui sont uniquement des notions que vous avez eues parce que vous étiez dans le cadre de votre exercice professionnel. Est-ce que c'est quelque chose de bien clair? C'est des situations à piège. Alors, il y a 2 questions, attendez. Oui? Je vais te répondre avec un exemple. Alors, si j'ai bien compris la question, si j'ai bien entendu, excusez-moi plutôt, vous avez pris en charge un patient, vous le revoyez plus tard dehors, par hasard, vous n'êtes pas en visite pour faire des soins ou autre, et là, le patient veut vous expliquer, ah ben voilà ce qui s'est passé depuis.
J'en reviens à une notion simple. Pourquoi le patient vous parle? Il vous parle parce que vous êtes soignant et il veut s'exprimer sur des éléments de soins. Donc en fait, vous ne l'auriez jamais connu, ce patient. Il ne vous aurait jamais parlé à la boulangerie de ses problèmes de santé. Là, vous le recroisez, il vous parle de son problème de santé. C'est dans le prolongement de votre activité de soins, c'est du secret professionnel. Je vais vous donner un exemple encore plus loin. Là, vous ne le connaissez pas. Il y a eu un autre cas qui a été jugé où alors c'était un médecin qui a un ami qui lui parle de ses problèmes de santé, qui vient le voir au cours d'un repas et qui lui parle après, à part, de ses problèmes de santé et qui lui demande un avis. Eh bien, il a été jugé que cet ami n'est pas allé parler à un ami. Cet ami, certes, a croisé un ami à lui, mais il lui a parlé parce qu'il était soignant. Il lui a parlé de ses problèmes de santé pour un avis. Et donc là, il a été estimé que dans cette relation complexe, en fait, ce qu'il avait dit à ce médecin était de nature professionnelle. Même si c'était en dehors du cadre professionnel, même s'il n'était pas son médecin traitant, même s'il était par ailleurs son ami, mais ce qui lui a été dit là, ce n'est pas par hasard. Il lui a dit parce qu'il exerçait une profession de soignant. Vous avez une autre question ? Je traduis ce que dit l'ensemble des personnes en bas, on ne vous a pas entendu. C'est le secret partagé. J'ai une diapo dessus. Effectivement, la question qui m'est posée, c'est est-ce que le secret professionnel est valable entre soignants? Oui et non. C'est-à-dire que le secret professionnel, de principe, oui, il existe entre soignants, mais il existe une dérogation dont on va voir tout à l'heure le principe du secret partagé. Est-ce que c'est un collègue? Rebouteux, est-ce que c'est infirmier? Un rebouteux n'est pas un infirmier, rassurez-moi. Donc, ce n'est pas un collègue. Alors, aujourd'hui, c'est auprès de votre ordre professionnel, c'est-à-dire que vous avez une tierce personne qui n'a pas de formation de soignant, qui exerce une mission de soignant. Donc là, vous pouvez tout à fait signaler la personne auprès de votre ordre professionnel qui pourra déposer plainte au parquet pour exercice illégal. Non, parce que, alors, vous pouvez, alors, là encore, ce qui est recommandé au niveau des ordres professionnels, c'est d'en avertir le patient, de ne pas citer le nom du patient. Parfois, il y a des patients qui finissent par dire « mais non, vous avez raison, j'ai été abusé » et qui demandent à ce que leur nom soit cité. Mais on est dans une situation où on va se poser la question au cas par cas, quel est l'intérêt? Est-ce que c'est l'intérêt privé de l'individu ou est-ce que c'est l'intérêt de la collectivité et des autres patients possiblement? Si vous estimez que l'acte de cette personne peut se discuter comme étant un acte abusif d'exercice illégal, et ça c'est votre ordre professionnel qui pourra plus y répondre, que cela peut nuire à votre patient ou à d'autres patients, il paraît nécessaire d'en faire un signalement et votre ordre professionnel peut ensuite faire un signalement au procureur qui se saisira. L'idée est la suivante. Vous avez une personne qui se déclare rebouteux,
qui n'est absolument pas soignant, on l'a eu ça, et qui va dire à un patient qui est sous chimio, moi je vous dis que ça ne sert à rien, vous allez voir, j'ai d'autres soins, arrêtez la chimio. Je pense qu'aujourd'hui, tout soignant est plus en capacité d'estimer que le bénéfice-risque est mauvais pour le patient entre une prise en charge rebouteuse ou une chimiothérapie dans le cadre d'une pathologie néoplasique. Donc vous pouvez en discuter et le signaler auprès de votre ordre professionnel. Concernant le patient de tout à l'heure qui avait deux femmes, Oui. le secret professionnel, du coup, comment les informations qu'on divulgue à la femme, déjà, c'est transgressé en fait secret. Et comment on sait laquelle est de confiance, non, c'est pas ça? Normalement, c'est une personne de confiance. Alors, la question est, on en revient aux deux épouses, vous ne savez pas laquelle est légitime, voire même aucune parce que la troisième n'est pas venue, j'en sais rien, mais aujourd'hui on en est au sens plus large de la question, doit-on ou pas donner des informations aux familles? Ce que l'on fait, plus ou moins par humanité dans un service, tout s'est bien passé, oui, voyez avec le patient, prenez rendez-vous pour discuter de la situation, ou est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il n'y a pas eu de complications, il n'a pas de fièvre, on va répondre, tout va bien. Mais on reste très évasif. Aujourd'hui, si on était strictement dans le cadre, on devrait juste leur dire bonjour, au revoir. Voilà, mais dans la vraie vie, on ne va pas faire comme ça. Sauf si le patient, d'entrée de jeu, vous dit « Je n'ai pas de famille. Je ne veux pas qu'on leur parle. » Voilà. Alors, la personne de confiance, la question, pour résumer, du groupe, c'est donne-t-on une information concernant l'état de santé d'un patient à la famille ou à la personne de confiance? C'est ça? Vous allez voir qu'il y a un cadre particulier. En théorie, on ne donne des informations à personne. La personne de confiance est réputée être une personne que l'on va solliciter que l'on va solliciter uniquement pour qu'elle nous donne un point de vue quand le patient est dans l'incapacité de s'exprimer. Ensuite, maintenant, la personne de confiance peut accompagner à la demande du patient le patient dans tout son parcours. La personne de confiance peut, comme un membre de la famille, venir poser la question sur comment va-t-il. Mais nos réponses, normalement, doivent rester relativement évasives. Je vous donne un exemple pour la personne de confiance. Votre patient est dans le coma, aux urgences. Une personne l'accompagne et se déclare être la personne de confiance et d'ailleurs a un document écrit, signé de la main du patient, comme quoi il est personne de confiance. Puisque normalement, la désignation d'une personne de confiance peut se faire à n'importe quel moment par tout patient sans avoir à demander l'accord de la personne concernée. Il doit juste le faire par écrit et conserver ce papier où il veut, dans le dossier médical de son médecin traitant, chez le notaire, chez qui il veut. Vous, ce que vous connaissez, c'est l'obligation qui est faite à tout établissement de santé public ou privé de proposer aux patients qui rentrent dans un établissement de désigner une personne de confiance. On a l'obligation de proposer, le patient n'est pas obligé de désigner une personne de confiance. Il peut déjà l'avoir désigné avant. Il peut désigner une nouvelle personne de confiance, puisque c'est une seule personne, au cours de l'hospitalisation. Il peut changer de personne de confiance sans même en informer la personne de confiance. Et la décision qu'il va prendre durant son séjour hospitalier va durer durant son séjour, mais peut être révoquée à tout moment. Bon. Ça, c'était une parenthèse.
votre patient est dans le coma, la personne de confiance est présente, se pose une question d'un acte de réanimation. Qui va décider si on le fait, cet acte? Ça, c'est encore autre chose. Si le patient a rédigé éventuellement des directives anticipées, ou s'il se trouve dans une situation de soins palliatifs ou autre. Bon. Mais là, on en revient à la question de la personne de confiance. Votre personne de confiance, elle va décider si vous allez faire ou pas cette prise en charge. Elle doit être consultée. La personne de confiance est consultée et elle va vous donner son point de vue. Mais après, derrière, c'est de manière pluridisciplinaire l'équipe de soins qui décide en fonction du bénéfice-risque de ce qu'il faut faire. Je répète toujours qu'initialement, la personne de confiance, quand elle ne parle pas en son nom. Elle parle au nom du patient. Le texte initial en 2002 disait très clairement que la personne de confiance est réputée être suffisamment proche du patient pour pouvoir dire « Ah, s'il pouvait parler, voilà ce qu'il dirait ». Ça veut dire que la personne de confiance est censée être assez proche pour déjà avoir eu l'occasion de discuter des problèmes de fin de vie, des problèmes du « Ah, si un jour j'avais un grave accident, je ne voudrais pas que ci ou que ça, ou je voudrais qu'on me réanime ou autre ». Donc, par définition, la personne de confiance est quelqu'un qui va porter la parole du patient. L'idée même de la personne de confiance, initialement, c'était de permettre au patient d'avoir encore plus d'autonomie. C'est-à-dire que dans la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des usagers et à... Je ne peux pas parler plus fort, et le micro, je ne pense pas qu'on va le pousser plus haut. Donc l'idée, c'était que en 2002, on donne aux patients encore plus d'autonomie. Et une période de la prise en charge qui a été étudiée, c'est quand le patient ne peut pas parler. Est-ce qu'on pourrait lui donner encore de l'autonomie? Oui, en lui permettant d'avoir un remplaçant, entre guillemets, qui pourrait dire « Ah, voilà ce qu'il aurait pensé ». Donc c'est purement consultatif. La personne de confiance a pris beaucoup de place, heureusement, dans certaines situations pour pallier, mais en termes d'information, vous allez donner à la personne de confiance le même niveau d'information qu'à la famille. Une personne de confiance ne peut pas arriver en disant le dossier médical, je peux le lire? Non. Vous ne touchez pas au dossier médical. Vous avez uniquement des informations qui vous sont données, cohérentes avec ce qu'on va vous demander. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait souhaité ou qu'est-ce qu'il n'aurait pas souhaité comme soin. On verra tout à l'heure que, par exemple, la personne de confiance, au sens abstrait, disparaît au décès du patient. Au décès du patient, la personne de confiance n'existe plus. La personne de confiance n'accède pas au dossier médical du patient après la mort. Ne peut rien demander après la mort. La personne de confiance est réputée accompagner ou se substituer au patient tant que le patient est en vie. Bon, on va essayer d'avancer. Pour revenir sur le secret professionnel. Sur le secret professionnel, on a vu que la définition concrète était dans le code de déontologie, qui définit aussi le fait que le professionnel est garant du respect du secret professionnel par les collaborateurs. Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle. Donc, le professionnel, on lui dit, voilà ce qui est couvert par le secret professionnel.
l'état de santé, les confidences, le vu, entendu, compris. Et en plus, vous devez faire attention à ce que tous vos collaborateurs ou vos correspondances soient conformes. Le piège, alors aujourd'hui, le collaborateur, c'est facile. Contractuellement, si par exemple vous avez un secrétariat, le secrétariat s'engage contractuellement à ne pas divulguer des informations. La correspondance professionnelle, attention, l'un des pièges aujourd'hui, en libéral notamment, c'est la correspondance, c'est l'ordinateur et les correspondances que vous pouvez avoir dedans. Faites bien attention à ce que toutes les correspondances que vous pourriez avoir concernant un patient et qui arriveraient par exemple dans une boîte mail, soient sur un ordinateur avec un code. Que votre messagerie soit protégée. Aujourd'hui, votre ordinateur ne doit pas être accessible à, par exemple, tous les membres de la famille. Deuxièmement, votre messagerie doit être sécurisée. Et c'est pour ça qu'il est développé des messageries spécifiques sécurisées, celle du CHU, qui intervient dans Medimail, qui est une messagerie réservée à de multiples professionnels libéraux et hospitaliers, par exemple. Pour aller plus loin, le secret professionnel va aussi couvrir les données que vous allez potentiellement utiliser pour des publications scientifiques ou d'enseignement. Ce n'est pas parce que ça part d'un bon sentiment que vous allez faire de la recherche, publier un article sur une prise en charge de vos patients, que vous êtes exempt du secret professionnel. Pas du tout. Si vous voulez publier, certes pour une bonne cause, pour l'intérêt de la profession, pour l'intérêt de l'exercice et bien évidemment pour l'intérêt des futurs patients, vous devez malgré tout faire en sorte que le secret professionnel concernant les patients qui seraient inclus dans vos études soit respecté. Et là encore, ce n'est pas parce que le patient, il y a eu un jugement là-dessus. Un patient qui dit « mais je suis tout à fait d'accord que vous publiez les photos, en plus c'est les photos du visage sur une pathologie dermatologique », eh bien, le praticien a été condamné. Le patient était tout à fait d'accord, mais le patient ne pouvait pas légalement l'autoriser à intégralement publier les photos sans qu'il y ait de signes, sans qu'il y ait de parties cachées, qui ne permettraient pas de le reconnaître. Oui, mais il faut qu'elles soient suffisamment cachées pour qu'on ne reconnaisse pas. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose de caché. Et alors attention, il y a des photos. Pour la pratique scientifique, oui. Je rappelle juste que les photos, si vous faites du libéral et que vous vous mettez en tête de faire votre propre site, ce qui est louable et très bien au titre de l'information des patients, mais par contre, on ne met pas de photos avant mon intervention, après mon intervention. Ça s'appelle de la publicité et c'est largement condamné. Alors, vos règles professionnelles reprenaient déjà à l'époque toutes ces notions, puisque dans vos règles professionnelles, il était mentionné que le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Premier point important, vous avez pris en compte la situation des étudiants. Vous êtes parmi les textes les plus avancés qui ont déjà envisagé aussi la situation de l'étudiant. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. Je pense que le texte est particulièrement complet. Il reprend une bonne partie de tout ce qui était déjà établi. Alors, est-ce que, dans le code de déontologie, que vous avez tous lu, bien sûr, donc soit vous ne m'écoutez pas, soit vous n'osez pas dire que vous ne l'avez pas lu. Est-ce que vous avez tous lu le code de déontologie? Je vous encourage un jour à le lire parce que je vous rappelle que ce sont des règles professionnelles. Oui?
instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. Facile, hein? Tu es infirmière libérale et tu as un secrétariat. Ou tu as un secrétariat qui gère tes rendez-vous, qui gère la gestion de dossiers éventuels, divers et variés. Toute personne avec qui est ton collaborateur ou entre guillemets ton salarié doit obligatoirement savoir que toi, tu as une obligation, qui est l'obligation de secret professionnel, et que lui, dans son contrat, il s'engage à respecter cette règle. Sinon, poursuite à son égard. Alors, le code de déontologie. Sachez que dans le code de déontologie que j'ai vérifié hier soir, qui a été publié il y a 2015, je crois, ou 2016, décembre 2016. Après une longue gestation, juste pour information, c'est quand même la première fois que je vois un texte qui est demandé par l'État, qui est rédigé par les professionnels, puisque le code de déontologie, on vous l'expliquera, est rédigé par les professionnels, donc par eux-mêmes, pour eux-mêmes, validé par l'État. L'État leur demande de le faire, ils le font, et l'État met je ne sais plus combien de mois ou d'années avant de le promulguer, en s'auto-infligeant une amende par jour de retard. Voilà les faits. Donc, sachez que l'article 5 de votre code de déontologie prévoit que le secret professionnel s'impose à tout infirmier dans les conditions établies par la loi. L'infirmier instruit les personnes qui l'assisteront et de leurs obligations en matière de secret professionnel. Ce qu'on disait tout à l'heure. Je préférais vous le remettre pour vraiment vous confirmer que ça existe bien, vous le redire sous une forme différente et que vous l'intégriez pour les 40 ans d'exercice devant vous. Ou 45, je ne sais pas. Oui, je sais, je vous mets de bonne humeur le matin. Article 35 du Code de santé publique. Est-ce qu'il y a quelque chose de divergent entre, je vous parle du Code de déontologie, je vous dis que c'est l'article 35, mais je vous dis que c'est l'article 35 du Code de santé publique. Est-ce que c'est cohérent ? Non. Bravo. Il faut savoir que le Code de déontologie, donc je vous parle du Code de déontologie médicale, était un décret à part pendant des années. Et dans les années, si je me souviens bien, début 2000, il a été intégralement versé dans le Code de santé publique. Le vôtre a été directement intégré dans le Code de santé publique. Donc, cela donne une puissance supérieure, et à mon avis, c'est un message fort qui est envoyé aux professionnels. Vos codes de déontologie que vous rédigez, nous les intégrons dans la partie réglementaire, et pas législative puisque ce n'est pas voté, mais nous les intégrons dans le Code de santé publique. Donc tous vos articles du Code de déontologie sont versés dans le Code de santé publique, commencent tous par un R4312, et après vous avez la numérotation de vos articles. Donc l'article 35 de votre Code de déontologie précise que l'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers. L'infirmier veille que, quel que soit son mode d'exercice, la protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d'assurer la protection de ses données. Donc, on en revient toujours, vous avez un secret professionnel qui est une obligation professionnelle, qui s'impose à vous, et concrètement, vous devez en tenir compte vis-à-vis de vos collaborateurs et dans votre mode d'exercice sur votre gestion du dossier. Est-ce qu'au CHU, les dossiers sont protégés ? Et alors, ils sont protégés comment ? C'est l'établissement qui les protège
ou est-ce qu'on suit tout ce que vous faites? Alors, on va reprendre. Oui. Alors, je vais vous reprendre ça. Elle disait qu'à une époque, on n'était pas censé. Mais là, elle dit bien qu'on ne fait pas. On ne fait pas. On est bien d'accord que on ne laisse pas un dossier visible à qui que ce soit. On ne sort pas un dossier. Et c'est la règle de tous les jours. On prend toutes les précautions pour le dossier. Et grâce au dossier informatique, on ne laisse jamais son code sur un post-it sous le clavier, on ne donne jamais son code, on ne laisse jamais l'ordinateur allumé. Et au cas où ça ne serait pas évident pour certains, on ne consulte que les dossiers qui nous intéressent. Une autre précision aussi, c'est du quotidien. Les transmissions qu'on prend sur papier, elles ne restent pas sur l'ordinateur. Parce qu'il y a le nom. Non, mais ça vous parlez de choses qui se faisaient il y a très longtemps, mais ça ne se fait pas. Alors, j'insiste bien, autre point aujourd'hui. Vous n'avez pas, on va en venir au secret partagé, sur l'ordinateur, tout est tracé. Je veux aller voir la pathologie de mon voisin. Ne vous inquiétez pas, le réseau informatique saura que vous avez consulté tel ou tel dossier à tel moment. Il est totalement interdit d'aller se promener dans les dossiers de patients. Tout est tracé. Un ordinateur qui est laissé allumé, on le sait. Une session qui est laissée ouverte, on le sait. On sait avec votre code ce que vous avez fait. Donc, aujourd'hui, on ne laisse rien traîner et on ne consulte, on ne gère les dossiers que dans le cadre de son exercice professionnel strict. Ça vous est rappelé dans le code de déontologie. Vous devez veiller à la sécurité des dossiers. Dernier exemple, article 49 de votre code de déontologie. Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible. Ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, vous avez vu que ce que je vous disais en première partie de matinée, et si vous aviez un doute en vous disant « il nous parle du code de déontologie médicale, ça ne nous regarde pas », je vous confirme que votre code de déontologie reprend point par point tous ces éléments. Donc, vous avez cette obligation. Je vais rajouter une couche. Dans cette pièce, nous avons tous une obligation professionnelle, c'est le principe du code de déontologie. Et nous avons aussi, comme tout le monde, l'obligation de respecter les droits des usagers. Ça veut donc dire que depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, nous avons une double obligation. Notre obligation professionnelle et notre obligation à respecter les droits des usagers. Et au cas où ça n'aurait pas été assez clair pour nous, eh bien, dans le cadre de cette loi du 4 mars 2002, il a été introduit dans le Code de santé publique un article mentionnant que toute personne prise en charge par un établissement, par un professionnel de santé, un établissement ou un service a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Est-ce que vous êtes convaincus du secret professionnel maintenant? Alors maintenant, on va en venir à ce que vous disiez tout à l'heure. La règle, elle est établie. Est-ce qu'on peut en sortir de la règle? Oui. Mais uniquement s'il y a des dérogations. Les dérogations peuvent être la notion de secret partagé entre professionnels. Cela peut être aussi des dérogations vis-à-vis de l'entourage du patient. Et l'on verra qu'il y a globalement deux situations. Le cas où il y a une pathologie très grave et après le décès du patient. Et enfin, on conclura sur une diapo
en rapport avec le signalement, qui est une dérogation au secret professionnel. Entre professionnels, la règle est simple. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins. Alors vous allez voir. Je vais essayer d'être le plus didactique possible. À ce stade, j'envisage le fait que des professionnels de santé, alors généralement ils sont définis dans le code de santé publique, n'est pas professionnel de santé qui veut, on peut échanger entre nous sur un patient. Mais la première règle, c'est parce que je prends en charge ce patient. 1. Je ne vais pas demander des informations à un copain concernant un voisin. J'ai vu que tu prenais en charge monsieur un tel, c'est mon voisin, et ça tombe bien, je l'ai pris en viager. Et alors, comment il va? Je noircis, je exagère le trait, mais pour que vous reteniez qu'on ne prend pas d'informations auprès d'un soignant, qui d'ailleurs ne devra pas vous répondre si vous n'êtes pas en charge effectivement de ce patient. Deuxième point, si je demande ou si je communique des informations à notre soignant qui lui-même contribue à la prise en charge, c'est uniquement dans l'intérêt de la prise en charge, en communiquant les éléments qui seront nécessaires à cette prise en charge. Je ne vais pas donner tout le dossier. Je dis, voilà les éléments qui pourraient être nécessaires. Alors, il y a une condition. Un, vous prenez en charge le patient. Deux, c'est nécessaire à l'intérêt du patient. Et 3, il faut l'accord du patient. Alors vous allez voir qu'il y a une subtilité. Mais le cadre général, c'est celui-là. Entre soignants, vous partez du principe qu'on prend en charge le patient, il y a un intérêt et le patient est informé, il est d'accord. Sur les confidences, j'en reviens au deuxième point. Y a-t-il un intérêt pour la prise en charge? À mon avis, tout ça se discute. De manière générale, je dirais aucun intérêt. De manière pragmatique, oui, il peut y avoir un intérêt. Si par exemple, j'ai compris qu'il y avait un conflit dans la famille et qu'il me l'a confié, et que j'estime que cela peut être un problème parce que mon correspondant va avoir 10 personnes qui vont venir le voir de suite, je vais lui dire, attention, vois le patient en premier, sache qu'il y a un problème dans la famille. Donc cette confidence peut être utile pour préserver la notion de secret professionnel et les intérêts du patient. Donc on a vu ces 3 conditions. Mais la loi a introduit la notion de secret partagé au sein d'une équipe. Comme je viens de vous dire, vous devez prendre en charge le patient, il doit y avoir un intérêt à communiquer des éléments pertinents et avec l'accord du patient. Sauf dans le cadre d'un travail en équipe ou une équipe de soins, et ce principe du secret partagé sans l'accord du patient, ou au sein d'une équipe, quand le patient donne un élément, une information, ou quand vous avez une information médicale sur lui, c'est réputé confié à l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire qu'au sein d'un service, d'un établissement de santé, le patient ne peut pas dire « il y a ça que vous ne nous donnerez pas comme information » ou autre. On n'a pas besoin de lui demander. L'information est confiée comme étant confiée à l'ensemble de l'équipe et l'équipe va diffuser l'information dans l'intérêt. J'en reviens à quelque chose qui n'existe plus, bien sûr. C'est la réunion
où tout le staff est là, où toute l'équipe est là, où on va parler de tout. On est bien d'accord qu'au cours d'une réunion pluridisciplinaire, ne seront transmis que les éléments pertinents à chacun des correspondants, des soignants de l'équipe. On ne doit pas discuter de tout sans un intérêt pour le patient. Est-ce que c'est clair? Il y a une information ciblée. Chaque intervenant au sein d'une équipe a besoin d'un certain nombre d'informations pour accomplir sa mission dans l'intérêt du patient, mais n'a pas besoin d'accéder à toutes les informations le concernant. Donc, pour vous le redire une dernière fois, le secret partagé existe, on peut tout à fait échanger entre professionnels parce qu'on prend en charge le patient de manière effective, parce qu'il y a un intérêt à échanger certaines informations et avec l'accord du patient, sauf au sein d'une équipe où le secret est dit partagé avec des informations confiées par le patient à l'ensemble de l'équipe. Bon, ça c'est vrai. L'entourage. Est-ce qu'on donne des informations à l'entourage? Vous avez deux situations de manière générale. Le patient est atteint d'une pathologie, d'un diagnostic ou avec un pronostic grave. À ce moment-là, depuis la loi du 4 mars 2002, dans le Code de santé publique, il est prévu que, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer ou à faire délivrer sous sa responsabilité ces informations. Ce qu'on disait tout à l'heure, la règle, de manière générale et globale, le secret professionnel couvre tout et le patient ne peut pas délivrer le soignant de son obligation de secret professionnel. Cependant, il existe une dérogation. Il y a une dérogation qui dit, et c'est celle que je viens de vous lire, que le patient peut vous donner son accord pour, dans le cas d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, pouvoir donner des éléments, je ne dis pas tout, mais donner des éléments nécessaires à la famille, proche ou personne de confiance, pour lui apporter un soutien direct. Donc ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous le répète, la règle générale est qu'un patient ne peut pas dédier un soignant de son obligation de secret professionnel, sauf dérogation, et il y en a une. Est-ce que ça vous paraît clair? Il y a une situation où le patient peut dire oui, vous pouvez apporter des éléments à ma famille. Vous noterez que la personne de confiance est placée au même niveau. Nous avons la famille, les proches et la personne de confiance. Dans le texte, les trois personnes sont citées au même niveau et sans priorisation de la personne de confiance. Parce que vous avez certains textes où la personne de confiance apparaît en premier. La personne de confiance, ou les proches, ou la famille. Là, dans ce texte-là, on a placé en priorité la famille. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prioritaires, ils sont au même niveau. Sachant que la personne de confiance peut être, et généralement, une personne de la famille. Le patient décède. Est-ce qu'on peut donner des informations à la famille? Moi, j'ai une question par rapport à une prise en charge en maison de retraite. Si la personne est démente et que la famille nous demande plusieurs fois des nouvelles du résident, appelle souvent sur le téléphone du personnel du résident, est-ce que nous, on a le droit de divulguer ces
l'information ou est-ce qu'on doit attendre, parce que du coup, un travail de nuit, on doit attendre le lendemain que la personne, l'infirmière référente, puisse donner toute l'information. Parce que là, c'est vraiment du harcèlement, quoi. Alors, moi personnellement, vous avez une famille qui appelle, par humanité, on peut donner des éléments si elle est mourante, si le décès est pour la nuit. Mais là, c'était juste parce qu'elle était un peu désorientée, Là, dans le cas présent, la famille, me semble-t-il, peut tout à fait, le lendemain, prendre un rendez-vous pour venir s'entretenir sur l'état de santé de la résidente. Mais vous n'allez pas donner des éléments précis en pleine nuit, me semble-t-il, hein, parce que, 1, vous n'êtes pas habilité, 2, la nature des éléments que vous disposez est loin d'être précis, 3, c'est une famille par téléphone, non. Donc par humanité, vous pouvez dire une phrase de bateau, l'état est stable. Je pense que vous serez toujours dans le conflit, quelle que soit la réponse que vous avez donnée. Même la réponse la plus précise que vous aurez, vous serez dans le conflit. Donc, à y être, ne passez pas des heures en conflit. Oui ? Alors, je l'attendais celle-là, les mineurs, c'est un sujet très intéressant ça. Alors, concernant les mineurs. Alors, les mineurs, c'est 18 ans. Mais, alors, les mineurs, vous voulez savoir jusqu'à quel âge les parents peuvent accéder on va prendre l'exemple du dossier médical d'un patient mineur. Les parents peuvent accéder jusqu'à 18 ans au dossier médical. Mais, il y a une petite subtilité. Le mineur peut imposer que l'accès au dossier médical soit réalisé en présence d'un médecin. Mais ça ne change rien au fait que les parents peuvent y accéder. Et après, vous avez tout ce qui est soins dispensés aux mineurs sans l'accord de l'autorité parentale. Je vous entends pas. Donc en placement, je présume qu'il n'y a plus que l'autorité parentale a été retirée. Je crois comprendre que c'est dans le cadre très particulier des enfants qui ne sont plus qui ne sont plus maintenus sous l'autorité parentale, avec un placement et des soins qui sont donnés pendant ce temps. Donc là, dans ce cadre-là, à mon avis, par un juge, oui. Oui. Mais alors ça, justement, dans la mesure où il y a eu un placement, de toute manière, si l'autorité parentale est retirée, ils n'ont plus accès aux informations. Et si il y a le moindre doute, à mon avis, tout passe par le juge. Qu'est-ce que le juge a prononcé dans son placement? Donc là, c'est une situation, à mon avis, très simple, parce que justement, on vous demande quoi que ce soit, il y a un juge dans la boucle, je vais voir avec le juge. Et généralement, je ne pense pas que le juge autorise l'accès. Mais je ne peux pas m'exprimer en son nom. On revenait pour les soins sans consentement aux mineurs, de la part de l'autorité parentale. Il faut savoir qu'il est possible de dispenser des soins à des mineurs sans que l'autorité parentale ait donné son accord. Mais c'est très particulier. Vous avez, de manière très codifiée, l'IVG et vous avez
la prescription de la contraception. Là-dessus, ça peut se faire sans que l'autorité parentale ne soit sollicitée à la demande expresse du mineur. Donc ces éléments-là ne vont pas être communicables à l'autorité parentale lorsqu'ils vont demander à voir le dossier. Au même titre qu'il peut être dispensé des soins à des mineurs pour lesquels il est reconnu que si ces soins ne sont pas dispensés, cela va mettre en danger l'état de santé de l'enfant. Que l'enfant, le mineur, refuse de manière répétée que soit sollicitée son autorité parentale. À ce moment-là, il peut être dispensé ces soins de manière exceptionnelle, à condition que le mineur soit accompagné d'un majeur, quel qu'il soit. Je prends un exemple. Vous avez un mineur qui a reçu une grenaille dans l'œil. Il doit être opéré en urgence. Il refuse qu'on sollicite l'autorité parentale. Après information répétée, refus répété du mineur, à ce moment-là, il peut être pris la décision, puisqu'il y a un risque majeur fonctionnel pour l'enfant de perte de l'œil, que l'intervention soit réalisée en présence d'un majeur quel qu'il soit, et l'ensemble des éléments de la prise en charge seront consignés dans un dossier médical, mais séparément. La famille a un doute et demande d'avoir le dossier médical, on ne peut pas le leur refuser, s'ils ont l'autorité parentale. Mais ils ne verront pas cette partie du dossier. Le mineur nous dit « Non, ce sont des soins que je veux sans consentement, la loi le prévoyait, à ce moment-là, la famille consultera tout sauf cette partie du dossier. » Et la famille ne consultera que jusqu'à 18 ans. À 18 ans, c'est fini. La famille ne peut plus consulter le dossier médical. Je crois qu'il y avait 2 questions. Par rapport aux croyances quelconques, refuser par exemple une transition sanguine ou des choses comme ça pour un enfant. Alors là, vous prenez l'extrême de l'extrême, et ça va être vite réglé. Un majeur ne veut pas être transfusé, c'est son droit. C'est son droit, mais aujourd'hui peut se poser la question de savoir si on doit ou pas le transfuser une fois qu'il est dans le coma ou autre. Ça, c'est encore discuté. Un mineur, c'est réglé, c'est le juge. Maltraitance. On ne peut pas laisser un enfant donc ne pas recevoir les soins indispensables à son état de santé, et à ce moment-là, c'est le procureur qui décide. Dans le cadre d'une personne, par exemple, qui est sous tutelle ou sous curatelle, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà en situation de fragilité, si par exemple on a un membre de la famille, quelqu'un de l'entourage qui vient et qui nous demande des nouvelles, justement, par rapport au secret professionnel, du coup, comment on se positionne? Alors ça, il n'y a pas de réponse, puisque le magistrat va prononcer une mesure de protection, par exemple, de type la question est, votre patient est sous tutelle. Alors curatelle, j'en parle même pas, parce que curatelle, ils sont à un niveau de protection largement en dessous. Mais un majeur protégé sous tutelle, la famille vient poser des questions sur l'état de santé. J'attire votre attention sur le fait que, alors à l'hôpital, vous ne le verrez peut-être pas forcément, mais en libéral, vous le verrez de suite dans votre dossier, il faut le consigner que la personne est sous tutelle. Ça veut dire qu'il y a une situation particulière. Un patient qui est sous tutelle, ça peut vouloir dire que, petit 1, il n'y a aucun entourage et qu'il présente une altération qui nécessite qu'il soit représenté par un mandataire, un tuteur. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a beaucoup de familles, mais que la famille ne s'entend pas du tout, et qu'à un moment donné, le magistrat a pris une décision. Qui va être le correspondant légal? Quel va être le mandataire, le tuteur? Et c'est le tuteur qui a accès au dossier médical et qui est votre correspondant. Et du coup, c'est automatiquement cette personne aussi qui est personne de confiance. Ah non. Non, personne de confiance, ça c'est encore plus compliqué pour les personnes mises sous tutelle, puisque c'est est-ce qu'il a prononcé avant, après, est-ce que le juge maintient ou pas. Bon, c'est un peu compliqué. Mais, dans cette situation-là, vous devez-vous ou pas répondre à la famille? La première question, c'est, je vais poser la question au tuteur.
Le tuteur vous annonce « Je suis mandataire judiciaire professionnel, je n'ai aucun lien avec la famille parce qu'il y avait un tel conflit que le juge a décidé de nommer quelqu'un d'extérieur », il apparaît souhaitable d'en référer au tuteur et voire au juge. Si vous avez la famille qui vient vous voir chacun à tour de rôle, séparément, personne ne s'entend, il y a eu un mandataire professionnel extérieur, je vous encourage à ne rien dire dans l'immédiat. Par rapport aux opérations sur le séminaire de ce que vous avez dit comme exemple, le majeur quel qu'il soit, c'est quoi? Alors, la question est du majeur qui accompagne un mineur pour lequel il va être réalisé des soins sans consentement de l'autorité parentale. Le majeur n'a aucune caractéristique particulière dans les textes. C'est qui veut. Dans les textes, il n'a pas été émis de réserve. Alors, il est souhaitable que ce soit quelqu'un extérieur à l'équipe, parce que sinon, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Il est souhaitable de prendre quelqu'un d'autre. Non. Mais ce qui n'est pas écrit, des fois, il vaut mieux se poser quand même la question, si on n'a personne d'autre, on est dans l'urgence, pourquoi pas? On a une solution autre, privilégier la voie extérieure. En fait, si par exemple la famille et la personne de confiance, et en plus les directives anticipées qui ont été faites avec avant, sont en contradiction, c'est-à-dire que si la directive anticipée est d'accord donc avec la personne de confiance, mais que la famille dit autre chose, qui est-ce qui aura le dernier mot en fait, par exemple? Alors là, on me demande s'il y a une discordance entre, pour la prise en charge d'un patient, entre ce qui est écrit dans une directive anticipée et ce que dit la famille. De toute manière, in fine, la décision qui va s'imposer, c'est celle de l'équipe pluridisciplinaire de soignants, qui va s'appuyer, ou qui va aussi parfois ne pas s'appuyer sur ce qui a été écrit ou dit. Après, c'est au cas par cas. Je pense que la directive anticipée, si elle est récente, cohérente, a certainement un peu plus de poids qu'un avis oral de la famille, parce que c'est vraiment le patient qui l'a rédigé, c'est récent. Et ensuite, in fine, la décision restera de l'équipe de soins. Je finis sur le décès. Votre patient est décédé. Après le décès, le secret professionnel perdure. Quoi qu'il arrive, vous devez de respecter le secret professionnel après le décès de votre patient. Cependant, la loi du 4 mars 2002, afin de débloquer les situations, a prévu de permettre l'accès au dossier médical dans 3 conditions possibles. En l'absence de refus du patient de son vivant, la famille, les ayants droit, et là il y a un cadre précis défini par le notaire, les ayants droit peuvent demander à accéder au dossier médical soit par écrit pour connaître la cause du décès, et on ne donnera que la cause du décès et pas les antécédents, pour faire valoir ses droits, c'est-à-dire éventuellement donner des éléments nécessaires au service de contrôle de l'assurance pour débloquer une assurance vie, par exemple, ou, troisième point, pour défendre la mémoire du défunt. C'est-à-dire, tout le monde disait qu'il était infecté par telle ou telle maladie. Pouvez-vous nous dire que ce n'est pas vrai? Voici les 3 cadres légaux dans lesquels les ayants droit peuvent solliciter des éléments du dossier médical et qui peuvent être communiqués par dérogation au secret professionnel qui perdure après le décès. Je finirai avec cette partie et je vous demande de le lire attentivement. Je vous disais tout à l'heure que le code pénal prévoyait la notion de violation du secret professionnel qui est une infraction pénale et de sanction. Et le code pénal prévoit une dérogation qui est le signalement.
ou l'information préoccupante. Ce texte est très clair. Aujourd'hui, tout soignant peut, et je dis bien peut, et je n'emploie pas le mot doit, aucun soignant fait partie de ceux qui ont la dérogation à ne pas être obligé de signaler. En tant que soignant, on peut signaler au procureur ou faire rédiger, transmettre une information préoccupante au Conseil général, à une cellule de gestion des informations préoccupantes. On peut signaler une situation dans laquelle on estime qu'un mineur, et donc sans son consentement, est potentiellement victime de violences. Pour un majeur, vous ne pouvez transmettre au procureur que si la victime présumée est consentante. Vous devez avoir l'accord de la victime majeure de maltraitance ou de violence physique ou psychique que si elle est d'accord, sauf cas particulier de victimes qui seraient sous tutelle, de victimes qui seraient très âgées ou victimes d'un handicap qui ne leur permettrait pas d'être considérées comme autonomes. Donc je répète bien, nous tous soignants, et ça j'insiste bien, surtout dans le domaine libéral, vous pouvez tout à fait dans votre exercice être confronté à des situations où vous suspectez des violences, des maltraitances. Vis-à-vis d'un enfant, vous pouvez faire un signalement ou une information préoccupante. Vis-à-vis d'un majeur, avec son accord, ou alors si il est vulnérable, vous-même faire ce signalement. Pourquoi on peut et pourquoi on n'est pas obligé? Parce que aujourd'hui, le risque serait que toute personne victime de violence ait peur d'être signalée systématiquement en voyant un soignant et du coup ne se fasse pas soigner. Par contre, j'insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de condamnation de soignant qui n'a pas fait de signalement. Il y a des condamnations de soignants qui n'ont rien fait. La nuance est importante. On ne condamne pas un soignant qui n'a pas fait un signalement puisqu'il n'est pas obligé de faire un signalement. Par contre, le soignant est obligé de faire quelque chose. Et c'est là où il peut y avoir une condamnation. Si on estime que, devant une situation manifeste où on pouvait suspecter des violences, le soignant n'a rien fait, n'a pas fait de signalement, n'en a pas discuté autour de lui, n'a pas suivi le patient, n'a pas hospitalisé le patient ou autre. Est-ce que vous percevez bien la différence ? On signale sans leur dire ou on leur signale, on leur demande en fait. J'arrive pas à formuler ma phrase. À quel moment on demande ou on ne demande pas ? Voilà, pour une personne porteuse de handicap. Alors, là c'est pareil, c'est au cas par cas. On préconise plutôt, la question était de savoir dans le cas d'un signalement pour une personne majeure, où donc on doit avoir son accord, mais qui est plutôt considérée comme étant vulnérable, pour des raisons notamment d'âge, d'altération psychique ou autre, où là on peut se permettre de faire un signalement sans son accord, mais dans quelle situation peut-on le faire? Tout simplement, à mon avis, avis pluridisciplinaire, si vous estimez qu'une personne est dans son incapacité pour des raisons psychologiques ou psychiatriques, il vous faut quand même avoir eu un échange avec un psychologue ou un psychiatre. À partir du moment où vous êtes plusieurs à considérer qu'il y a un état que vous pouvez justifier de vulnérabilité et des éléments qui justifieraient d'un signalement, vous pouvez le faire sans son accord. On vous demandera toujours a posteriori pourquoi vous l'avez fait. Donc, pour le faire, ayez déjà des arguments cohérents. Non, il est obligé de faire quelque chose. C'est-à-dire que vous suspectez une situation manifeste de violence, vous devez de faire quelque chose.
soit d'en discuter avec d'autres confrères, de reconvoquer le patient, de discuter avec toute une équipe pluridisciplinaire, de le faire hospitaliser, de demander des avis. Si vous estimez qu'il y a une situation douteuse, il faut faire quelque chose. Si vous estimez qu'il y a une situation à risque majeur, il vous faut signaler. Il y a un risque majeur, vous ne voulez pas signaler, mais vous faites hospitaliser le patient. Vous faites quelque chose. Bien, je pense qu'on a balayé le thème du secret professionnel. Je vous remercie pour vos questions et je vous souhaite une bonne pause. Au revoir. Vous avez juste une question dans le cas d'un signalement pour une personne majeure. Le consentement, enfin l'accord de la personne doit être écrit ou peut juste être oral? Voilà, c'est pareil, c'est vous le notez dans le dossier de manière, il vous le dit et vous le retranscrivez. Soit vous sentez qu'elle peut changer la vie et vous lui faites signer un document. Et ça, c'est pas écrit dans la loi. Là, c'est au cas par cas, si vous estimez que la personne peut effectivement changer la vie, peut-être parfois souhaitable de le faire écrire. Oui. J'ai une question, c'était sur la parenthèse, sur la personne de confiance. Oui. Au CHU, les nouveaux documents de personne de confiance est apparu la signature de la personne de confiance alors que vous dites que c'est pas obligatoire. Je l'ai vu. Et ça nous complique beaucoup la vie au quotidien et en fait c'est pas obligatoire. À ma connaissance, ce n'était pas obligatoire.